Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour mieux ou bien. Patrice, Christophe, Emma, bonjour à tous les trois. Bonjour Michel. Bonjour tout le monde. Patrice, au programme. Le SAMU, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les urgences. Oui. C'est ce qu'on appelle quand ça va Ouais, pas. tiens. Et qu'on a- Service d'aide médicale D'urgence. urgente. Voilà. Numéro 15. Bravo. Le SAMU est aujourd'hui passé dans le langage courant, mais la création de l'institution est somme toute assez récente. On va faire un petit point histoire aujourd'hui. Emma. Eh bien, moi, je vais faire un petit point pragmatique et demander à notre invité à partir de quand on l'appelle ce SAMU, à partir de quand on se rend aux urgences. Et d'ailleurs, c'est quoi une urgence finalement? On va essayer de démêler tout ça. Et si on a le temps, la chronique. Oui, mais c'est une urgence parce que c'est les beaux jours et je vais vous expliquer les biens fondés de la marche. On en a déjà parlé, mais avec un élément supplémentaire aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est important de marcher beaucoup. Mais ce qui est important, on n'en parle pas beaucoup, c'est l'intensité qu'on y met. Voilà. Et effectivement, nous recevons notre invité aujourd'hui, le docteur Agnès Ricard-Ribon. Bonjour. Bonjour Michel, merci de m'inviter. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Médecin urgentiste, présidente honoraire de la Société française de médecine d'urgence et porte-parole de SAMU et Urgences de France. Alors, on va parler avec vous de ces fameuses urgences. On a deux façons d'en parler. Négativement, c'est-à-dire, moi, c'est depuis que je fais de l'infosanté qu'on dit que c'est une catastrophe, qu'on attend de plus en plus aux urgences, qu'il y a de plus en plus de Français qui y vont, encore plus parce qu'il y a des déserts médicaux, qu'on ne peut plus avoir accès facilement à un médecin, que les délais ceci, que les délais cela, qu'on a des brancards qui sont pleins de patients, et qu'en plus, ce qui fait la une de la presse, puisque notre ami en parle régulièrement, c'est quand il y a des problèmes, parce que le SAMU n'est pas venu à temps ou qu'il a refusé un appel et qu'une personne est décédée. Puis l'autre façon d'en parler, c'est de dire qu'on est les seuls au monde à avoir le SAMU. C'est qu'on est le seul au monde à avoir un service d'urgence aussi performant. Et je crois que c'est plutôt le côté positif que vous voudriez nous narrer. Oui, tout à fait. Merci de m'inviter pour en parler. Le SAMU, c'est 37 millions d'appels par an sur une population de 68 millions. Il n'y a pas énormément de pays qui permettent, quel que soit le désert médical dans lequel on habite, à un appelant d'avoir en direct, en quelques minutes, un médecin, spécialiste, urgentiste ou généraliste, avec une réponse très rapide aux urgences vitales, avec une très bonne coopération terrain avec pompiers SAMU. Et si on n'a pas besoin de services d'urgence, d'avoir quand même des conseils à domicile, des prescriptions avec la pharmacopée de la maison ou l'orientation vers un médecin généraliste, alors idéalement le médecin traitant, mais quand il n'est pas disponible, on a des solutions de médecine de ville pour une consultation dans les moins de 48 heures. Donc tout va bien. C'est pas parfait, ça peut être amélioré. Le risque zéro n'existe pas, mais dans l'ensemble, c'est 37 millions d'appels par an. Alors, Je viens de faire le calcul. 37 millions divisé par 367 jours, ça fait 100 000 appels par jour. Sur l'ensemble du territoire. C'est un truc de dingue, je ne me rends pas compte. Et effectivement, dans le Val d'Oise, c'est 1800 appels par 24 heures. Et ça, on est organisé pour repérer les urgences vitales et y répondre rapidement. Et effectivement, pour les patients qui n'ont pas une urgence vitale réelle ou potentielle ou masquée, la difficulté, c'est les urgences masquées. On peut effectivement décaler les prises en charge ou orienter dans une bonne filière de soins et pas saturer les urgences avec des patients qui peuvent relever de l'ambulance. Qu'est-ce que c'est que l'urgence masquée, pardon Michel L'urgence masquée, c'est en fait une urgence qui se présente comme des symptômes classiques. En période d'épidémie de grippe, par exemple, tout le monde appelle pour de la fièvre et des maux de tête. Il faut repérer la méningite. Et notamment la méningite foudroyante, dont le nom porte bien en fait la problématique, c'est parmi tous ceux qui vont avoir des symptômes assez banals, être capable de repérer l'urgence vitale. vous avez une petite douleur à l'estomac, ça peut être un infarctus. Donc, ça s'appelle masqué parce qu'on pense à toute autre chose qu'à cette urgence vitale. Alors, donc c'est merveilleux. Pourquoi alors on attend encore des heures sur un brancard dans les services Alors, les services d'urgence, donc intra-hospitaliers, c'est 21 millions de patients
hein. Donc là aussi, c'est un énorme service rendu à la population. Et c'est le dernier rempart contre les difficultés d'accès aux soins. Donc, il y a effectivement des délais, mais ce qu'il faut dire à la population, c'est que le patient qui se présente avec une urgence vitale, que ce soit par le SAMU ou parce qu'il ne savait pas qu'il fallait appeler le 15, il va être priorisé, il va être pris en charge tout de suite. Ceux qui attendent, il faut différencier les délais de prise en charge avant la consultation avec le médecin, de la durée de prise en charge, le temps qu'on passe globalement à être soigné dans les urgences, c'est différent. Mais ceux qui peuvent attendre, effectivement, on va avoir des délais. Et parmi ceux qui peuvent attendre, il y a ceux qui relèvent du plateau technique hospitalier, et puis il y a ceux qu'on pourrait réorienter vers la ville. Nous, on considère que c'est à peu près 15-20%. Et c'est un enjeu pour que les patients soient dans les bonnes filières de soins et pas saturer les urgences, mais ce n'est pas la problématique majeure des urgences. La problématique majeure des urgences aujourd'hui, c'est la durée de prise en charge des patients qui ont besoin du plateau technique hospitalier et qui ne relèvent pas des urgences. En fait, la mission des urgences, c'est accueillir, diagnostiquer, initier le traitement et orienter le patient dans la bonne filière. Pour les patients qui ont besoin d'être hospitalisés, on n'arrive pas à les faire sortir des urgences. Et c'est là-dessus, et ça ne dépend pas des urgentistes, et c'est là-dessus qu'on a une problématique. Quand toutes nos salles d'examen sont occupées par des patients qui sont hospitalisés dans les urgences, qui ont besoin d'aller dans les étages, on n'y arrive pas. Merci. Oui, non, je crois que vous aviez une question. Non. Très bien. Alors, le principe de l'émission, ce sont des chroniques, des chroniqueurs. On va parler effectivement des urgences et du SAMU, puis vous pourrez réagir quand vous voudrez. C'est le PATSCAN. Patrice, vous êtes l'historien, enfin vous êtes tout ici dans cette émission, le maître Capello, l'historien... Un peu trop tout, d'ailleurs, je risque d'être moyen dans tout, finalement. Non, ne dites pas ça, Patrice, ne vous dévalorisez pas. Vous allez nous raconter l'histoire du SAMU, parce que c'est une invention assez récente. Hein. Oui, tout commence sur les routes, dans les années 50 et 60, ce sont les 30 glorieuses. Qu'est-ce qu'on fait? On s'équipe, on achète tout et surtout on achète la Totomobile. Oui, le problème c'est que la Totomobile, on a des accidents. Le nombre d'accidents va exploser et souvent les blessés arrivent trop tard à l'hôpital parce qu'on transporte, certes, on évacue, mais on ne pense pas à l'époque à soigner le patient sur place. Et cette idée, c'est d'abord un médecin de Salon de Provence qui va l'avoir, le docteur Jean-Claude Bourré. Non, pas Jean-Claude, mais il s'appelle effectivement Bourré. Non, je pense au moins de 20 ans, ils doivent se dire Jean-Claude. Moi, je l'ai pas non plus. On a des rêves. C'est un ancien présentateur. C'est un ancien présentateur de télévision qu'on salue d'ailleurs, parce qu'un homme formidable. Mais c'est pas lui. Non, mais c'est un docteur bourré. Pardon, j'ai des références encore au RTF. Excusez-moi. Dès 57, ce docteur se dit, et si au lieu d'emmener le blessé à l'hôpital, on emmenait l'hôpital vers le blessé? Alors, le docteur Bourré va faire l'expérience, il intervient, mais un peu à titre personnel, médicalement, directement sur les lieux d'accident, et en fait, il est là, le geste fondateur qui va être transformé ensuite et ritualisé, mais ce sera 10 ans plus tard grâce à un anesthésiste toulousain. Le docteur Louis Laran. Absolument. Il est considéré comme le fondateur du SAMU. En tout cas, c'est lui qui a créé le premier du genre. Hein. Mais attention, au début, le SAMU n'est ouvert que, c'est là que 2 heures par jour, entre 17 et 19 heures. Pourquoi 17 et 19 heures? L'heure de pointe. Ben oui, c'est la sortie de l'usine, c'est là qu'on prend la voiture ou quoi, donc c'est là qu'il y a les accidents. Alors, le docteur Larin va souvent raconter d'ailleurs qu'il a en quelque sorte inventé le SAMU en cachette, parce qu'à l'époque, à l'hôpital, qu'est-ce qu'il nous invente, ce gars-là? On n'est pas prêt, quoi, à ce genre d'innovation. Et puis, l'idée même de médicaliser l'urgence hors de l'hôpital, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, puisqu'effectivement, il y a d'autres pays qui transportent très vite, enfin la plupart des pays d'ailleurs, le patient du lieu de l'accident. Ouais, c'est la vision anglo-saxonne des choses, quoi. Ouais, d'ailleurs, qui a fait polémique à l'époque de Diana, la princesse Diana, où les Anglais ne comprenaient pas pourquoi elle n'avait pas été immédiatement transportée à l'hôpital et qu'elle avait été, comme on dit dans le langage, dans le jargon médical, techniquée sur place. Alors, la France va prouver donc avec le SAMU qu'on peut intuber, perfuser, réanimer sur le trottoir avant de transporter le blessé, et c'est complètement subversif, mais c'est un modèle, donc ce modèle toulousain du docteur Laran qui va faire des petites, parce que dans les années 70, certains départements vont créer leur SAMU, et en 1986, là, tout le truc va être généralisé. Alors, j'ai vu tout à l'heure, quand je disais que c'était uniquement français que vous faisiez la moue, Patrice, parce qu'il
il y a en fait On est d'autres- pionnier, on mais est d'autres pionnier, mais il y a d'autres d'autres ensuite pays ont qui adopté l'ont évidemment le système. C'est-à-dire que la Belgique, le Luxembourg, Monaco, Andorre, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, Côte d'Ivoire, Bénin, Gabon, les anciennes colonies, forcément, vont suivre en fait le modèle français. Notre Mais invité n'a pas effectivement- l'air complètement d'accord avec vous. Hein. Ah si, Ah, mais si, vous c'est l'êtes. beaucoup plus large, Ouais. le Brésil. Enfin, il y a Ah ben pas attendez, de- j'y viens. Le Brésil a carrément fait un copier-coller Et- du modèle français. Je veux dire, ils l'ont pris tel qu'il était. Ils ont dit voilà, à partir d'aujourd'hui, on le fait chez nous. Et vous avez, C'est l'accent brésilien. c'est l'accent portugais, brésilien. Portugais. Ouais, je l'ai mal C'est fait, ouais. risqué votre truc. Je le maîtrise pas. Et le Samuao. Chamois. Et puis en Europe, vous avez des pays comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal qui, bon, ils n'ont pas fait un copier-coller, mais ils se sont inspirés du modèle du SAMU. Et puis, il y a ce que vous disiez tout à l'heure, il y a le modèle anglo-saxon, alors Canada, Royaume-Uni, États-Unis. Eux, ils disent non, d'abord, nous, on transporte. Et après, on soigne. Voilà. Là, vous parlez. C'est un modèle qui reste majoritaire, je crois, dans le monde, malgré tout. Hein, mais enfin bon, il existe. Mais là, vous parlez du modèle, on va sur place, on s'occupe du patient sur place avant de le transporter pour limiter les risques. Mais est-ce que le modèle du 15, lui, Oui. est utilisé dans d'autres pays? Alors oui, de plus en plus, hein, en particulier sur les pays européens, mais il n'y a pas forcément de médecins au 15. La plus-value vraiment de la France, c'est qu'il y a un médecin spécialiste, urgentiste maintenant généraliste depuis les services d'accès aux soins, qui permettent de à la fois conseiller, mais surtout d'avoir une expertise médecine d'urgence et du coup d'avoir une réponse graduée. On n'envoie pas des SMUR médicalisés sur tous les appels, on n'a pas les moyens. Par contre, on est capacité en fonction de l'évaluation du degré d'urgence, soit d'envoyer un moyen médicalisé parce qu'il y a une urgence vitale immédiate, mais on peut envoyer soit des pompiers, soit des ambulanciers, soit surtout éviter une admission aux urgences qui n'est pas nécessaire. Et c'est aussi des grosses plus-values par rapport au système paramédics. Parce que j'avais été au Canada, que j'étais présidente, sur 2 millions d'habitants à Montréal, c'est 300 000 appels, 280 000 départs d'ambulance, 250 000 patients qui arrivent aux urgences, 12 à 18 heures d'attente. En France, on râle sur 4 heures. Oui, donc Mais- un des bons moyens de moins attendre, c'est Je de vais, mettre vous, sur place. je vais vous poser une question qui fâche, parce que j'ai fait comme interne, j'ai fait du SAMU à la fin des années 80. Vous avez cité 2 fois les pompiers. À l'époque, il y avait la guerre entre le SAMU et les pompiers. C'est-à-dire que c'est celui qui arrivait le premier sur place, hein, en gros, pour justifier le boulot. C'était quand même pas idéal pour aider les gens. C'est fini, ça ? Alors, il n'y a pas de guerre, il y a une très bonne coopération sur le terrain, en particulier sur l'urgence vitale. Les difficultés qu'il peut y avoir, qui peuvent persister, c'est sur en fait une sursollicitation des pompiers sur l'urgence qui n'est pas forcément vitale. Mais sur l'urgence vitale, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a une aussi belle coopération entre 2 services de l'État. Et ça fonctionne. Alors, ce que vous racontez, c'est plutôt sur Paris, où il y a, les pompiers sont médicalisés, mais sur la grosse majorité, enfin sur tout le territoire, sauf Paris et Marseille, les pompiers ne Oui, sont pas mais médicalisés. Je parlais de Paris, parce que j'avais fait du Voilà, SMUR, c'est Paris. qui est Du SMUR. l'équivalent, mais Ouais. en province à Chartres, où tout se passait très bien. À Paris, c'était chaud. Oui, mais ça, c'est plus fini, le cas. tant On mieux. s'entend très bien avec la BSPP. Tant mieux. Si j'appelle le 15, C'est même un copain. Hein, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le médecin-chef est un ami, vraiment. Donc, ça se pose, on n'a plus ces problématiques-là. j'ai 2 questions. Si j'appelle le 15, ça peut être les pompiers qui arrivent. C'est ça que je Alors, comprends. C'est ce que oui, vous voudriez. en fait, Je ne sais pas si je serais en état de profiter de leur présence. c'est quand vous appelez le 15, il y a une évaluation du besoin de santé. S'il y a une urgence vitale, on va envoyer l'équipe médicale du SAMU, de SMUR, avec les pompiers qui arrivent plus tôt parce qu'ils ont un maillage territorial beaucoup plus rapproché. Ils arrivent plus tôt et peuvent faire les gestes de secours en attendant l'équipe médicale. Et ce qui sauve les vies, en fait, c'est la coopération entre les 2. Et ma deuxième question, j'ai le temps ou pas d'une petite question? Allez-y, de toute façon, c'est des questions en moins que vous pourrez poser dans votre chronique. alors. Ce sont vos Est-ce questions. qu'on a les mêmes chances de prise en charge qu'on habite en plein cœur d'une ville ou en plein cœur de la campagne? Alors, je ne peux pas dire oui partout, La c'est loi du vrai. kilomètre. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est une couverture territoriale. Tout patient à moins de 30 minutes doit pouvoir avoir accès à une équipe médicale du SAMU.
Et pratiquement 95% du territoire est couvert comme ça. Mais ça, c'est vrai quand les équipes sont disponibles. Quand l'équipe est engagée et qu'elle n'est pas disponible, et ben forcément, il y a plus de délais. Et puis, il y a les problématiques montagne, milieu isolé. C'est pour ça parce qu'il y a les hélicoptères, mais encore faut-il qu'ils puissent décoller et que la météo le permette. La météo le permette, etc. Donc, dans l'ensemble, on essaye de faire en sorte que chaque patient puisse être à moins de 30 minutes d'une équipe médicale pour l'urgence vitale. Eh ben, on va rester avec vous, Emma. C'est le vrai du fake. Alors, quelques idées reçues, Emma, sur les urgences. Oui, des croyances et même des situations dans lesquelles on peut se reconnaître, qui posent question, et peut-être que vous allez nous aiguiller à adopter la bonne attitude. Imaginons, j'ai de la fièvre depuis plus de 3 jours, je suis épuisée, ça passe pas. Je vais aux urgences. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Alors, il y a une meilleure méthode pour être bien orienté dans le système de soins. Effectivement, avoir de la fièvre et mal à la tête ou sentir fatigué, ça peut être une simple grippe pour laquelle on n'a pas besoin de l'hôpital, mais ça peut être aussi une urgence masquée. Et jusqu'à présent, effectivement, la seule solution quand on n'a pas accès à son médecin traitant, c'est d'aller aux urgences. Maintenant, depuis 2019, Agnès Buzyn, pacte de refondation des urgences, on a initié le service d'accès aux soins et on incite les gens à appeler le 15, où il y a une coopération entre les médecins urgentistes et les médecins généralistes, et le médecin va évaluer le besoin de santé, repérer par exemple sur fièvre, maux de tête, fatigue, s'il y a des taches cutanées, par exemple, qui est un des symptômes sur la méningite, notamment foudroyante. Et là, il y aura une réponse d'urgence vitale où on va même aller directement en réanimation sans passer par les urgences. Donc j'y gagne à appeler, parce que là je donne le cas d'une fièvre, mais je gagne à appeler le 15 avant de me rendre moi-même en service d'urgence. Tout à fait. On parle d'urgence, mais qu'est-ce que ça veut dire une urgence ? Qu'est-ce qui doit m'alerter au fait que peut-être que je suis ou qu'un proche est en situation d'urgence ? ChatGPT. Alors, c'est très difficile, en fait, de demander au patient de déterminer lui-même sa propre urgence. Oui, puis le bon C'est pas pour rien qu'on fait 10 ans d'études de médecine. Face à une douleur abdominale, ça peut être une simple gastro, ça peut être un infarctus digestif. Donc, on ne peut pas demander à la population de savoir déterminer son urgence vitale. Alors, il y a, c'est vrai, les symptômes un peu classiques où on est quand même relativement en forme, ça relève du médecin traitant. Il n'est pas question de dire à tout le monde d'appeler le 15. Il y a le médecin traitant qui, normalement, est supposé connaître bien le dossier de son patient et de pouvoir y répondre. Mais ils ne sont pas toujours accessibles. La coopération qu'on a mise en place entre les médecins généralistes et les médecins urgentistes au 15 permet justement de mieux orienter le patient dans le système de soins. Je plaisantais à peine en parlant de ChatGPT parce qu'aujourd'hui, on le sait, les patients vont immédiatement mettre leurs symptômes sur l'intelligence artificielle, ChatGPT, Claude ou autre, pour essayer d'avoir un diagnostic. Et en général, l'intelligence artificielle vous donne du plus bénin au plus grave. Est-ce que finalement, ça ne va pas changer aussi et faire en sorte que devant un petit symptôme tout à fait bénin, en voyant la gravité justement de ce que ça peut être, c'est-à-dire quelque chose de masqué, il va y avoir un afflux plus important aux urgences? Sur les réseaux sociaux et sur l'IA, on a tendance à être inquiet par les plus graves. Et effectivement, lorsqu'on met ces symptômes, vous le dites très bien, c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui n'est pas grave et ce qui est le plus grave. Mais je dirais que l'intelligence artificielle, on l'utilise, nous, comme professionnels, comme aide au diagnostic, mais ça ne remplace pas l'expertise médicale. Si les patients utilisent juste l'IA comme ça, sans l'expertise médicale, il y a un risque d'erreur, il y a un risque de passer à côté d'une urgence vitale parce qu'ils n'auront pas forcément mis tous les symptômes qui sont nécessaires, ce qui est le plus grave, ou il y a un risque de évaluer l'urgence vitale avec peut-être une mauvaise utilisation du système de soins. Donc ça va avoir des conséquences, dans un sens ou dans l'autre. Ou minimiser des signes qui auraient dû alerter, ou au contraire inquiéter et faire venir plus de monde aux urgences. Le risque, il est des deux côtés.
Donc, nous, on préfère inciter les gens à contacter les professionnels. On a cette chance inouïe en France d'avoir accès à un médecin rapidement dans les quelques minutes qui suivent l'appel, quel que soit l'endroit où on habite. Donc c'est dommage de ne pas l'utiliser. Alors effectivement, nous, il faut qu'on s'adapte pour l'augmentation du nombre d'appels, mais ça, on est en train de le faire et ça marche plutôt bien quand on regarde les délais de décroché. Donc c'est les patients... On ne peut pas leur demander de définir leur urgence et on ne peut pas leur demander de connaître l'organisation du système de soins qu'ils appellent le 15 et nous, on les oriente après au bon endroit. Est-ce qu'un jour, on n'aura pas, en appelant le 15, une intelligence artificielle qui nous répondra pour dégrossir le dossier, pour poser quelques questions, pour que ça aille plus vite une fois qu'on passera à un médecin ? Pour l'instant, on est plutôt à essayer de le développer sur l'accueil aux urgences, pour aider ce qu'on appelle le tri de priorisation, pour prioriser ceux les plus graves et accélérer finalement la prise en charge des patients les plus graves. Au niveau du 15, on travaille effectivement sur la détection de l'arrêt cardiaque plus facile au niveau du premier décroché. On travaille aussi sur les intonations de la voix, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais les premiers mots spontanés des appelants sont très importants dans l'appréciation de la gravité. Et c'est pour ça que c'est important... Y compris dans l'intonation. Dans l'intonation, dans la panique de l'appelant, avant même de poser les questions, les premiers mots spontanés sont très importants. Et ça, vous êtes expérimenté pour bien avoir l'oreille avec ça, mais une intelligence artificielle pourrait aussi immédiatement donner l'alerte, parce que les algorithmes pourraient éduquer à ça. Plus facilement analyser le... Ça dépend comment l'intelligence artificielle a été éduquée, en fait. Oui, mais de toute façon, elle va être éduquée à tout, donc... Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas de données scientifiques qui permettent de dire que ça va être efficace et sans risque. Donc, il faut y travailler, parce que je crois qu'on est dans un monde où on doit absolument travailler sur l'IA, mais il faut que ce soit une aide à l'expertise des professionnels et pas en remplacement des professionnels. Mais c'est pour ça que c'est important que les patients appellent le 15, où il y a un décroché immédiat santé et pas des intermédiaires non métiers. J'ai le temps d'une petite dernière. Oui, même plus que ça, parce que... Non, on fera sauter la chronique. Vous pouvez y aller. Oh mon cri-cri, je ne pourrais pas vous poser le temps de la... J'aurai aussi des questions. Christophe, vous pouvez y aller. On devrait tous, alors ça c'est un avis personnel, enfin je crois qu'il est quand même partagé ici avec mes confrères, être formé aux gestes de premier secours pour savoir réagir déjà de manière citoyenne. En effet, on n'a pas les compétences médicales, mais quand même. Est-ce que d'après vous, ça devrait avoir une place dans le programme de l'éducation nationale ? Oui, mais ça l'est déjà en fait. En primaire, il y a c'est dans les programmes pour justement repérer la détresse et appeler le 15 et quelques gestes de premier secours. On aimerait que ce soit un peu plus dans l'enseignement supérieur, dans les collèges-lycées. Permis de conduire. Permis de conduire, ce serait une très bonne option. C'est incroyable que ce soit... Il y a des pays qui le font. Et c'est incroyable qu'en France, on n'impose pas qu'au moment où on passe le permis de conduire, on apprenne les gestes de premier secours. Surtout par définition, quand on est en voiture, on est les premiers à assister à un accident de voiture et à devoir intervenir. Qu'est-ce qui bloque ? Je sais pas, on est très en retard par rapport à d'autres pays là-dessus. Il y a des populations qui sont... nous, on a l'impression, souvent on dit, les gens, quand ils voient une détresse, ils changent de trottoir. Alors que dans plein de pays, en fait, la population se précipite pour faire les premiers gestes. Il y a si on ne sait pas faire, on fuit. Voilà. Si on ne sait pas faire, on fuit. Parce que... Mais pourtant, il y a des associatifs, Croix-Rouge, Protection civile, les soignants, les centres d'enseignement des soins d'urgence. La fraternité, quand même, au frontispice. C'est pas mal aussi. Quand vous voyez quelqu'un en train de mourir ou de faire une crise d'épilepsie, les gens s'en vont. Parce qu'on le voit dans toutes les... Chaque fois qu'on fait du SAMU, c'est incroyable comment les gens sont incapables de faire ne serait-ce qu'une manœuvre d'Heimlich. On en a beaucoup parlé ici. Quand il y a une fausse route, qu'on appuie sous les côtes pour sauver la vie de gens, pour leur faire expulser le corps étranger. Enfin, il faut vraiment ne rien connaître à rien pour ne pas comprendre ce geste. Si je ne trouve pas de rendez-vous chez un spécialiste dans les semaines qui viennent, alors que mon médecin me dit qu'il ne faudrait pas traîner, je me rends aux urgences pour être pris en charge plus rapidement. Ce sont des situations qui existent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas la bonne méthode pour être pris en charge. Aux urgences, on va prioriser ceux qui ont un besoin immédiat, rapide.
Donc, effectivement, si vous avez une douleur thoracique, ce n'est pas le rendez-vous chez le spécialiste dans 5 jours qui va être la bonne option. C'est effectivement l'admission directe dans les services de cardiologie via le 15. Mais si vous avez besoin d'une consultation, je dis n'importe quoi, de cardio, ou de neuro ou de gastro, et que vous venez aux urgences pour ça alors que ce n'est pas urgent, en fait, vous allez être réorienté parce qu'on ne va pas pouvoir vous prendre en charge. Et ce que je disais tout à l'heure, notre nombre de salles d'examen, il n'est pas extensible. Il faut les réserver à ceux qui ont vraiment besoin du plateau technique tout de suite. Déjà, ils sont embolisés par les patients hospitalisés. Il ne faut pas qu'ils le soient par des patients qui peuvent attendre quelques jours. Vous avez un titre, vous êtes médecin urgentiste. On imagine une psychologie un peu particulière du médecin urgentiste. Est-ce qu'il y a suffisamment d'étudiants qui se dirigent vers cette discipline? Est-ce qu'il faut caractéristique, un état d'esprit particulier pour accomplir ces missions? Les séries télé, Urgence, et tout ça qui ont... Vous me coupez l'herbe sous les pieds, c'est exactement ça. Il y a beaucoup d'étudiants. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on voit. D'étudiants qui sont mis à choisir cette spécialité. C'est particulier comme discipline. Pour moi, c'est la meilleure des spécialités, forcément. C'est une spécialité de passion. Tous ceux qui s'engagent là-dedans sont plutôt des passionnés parce qu'il y a des contraintes horaires que l'on accepte justement parce que c'est une spécialité où il y a un esprit d'équipe formidable, où on gère l'urgence vitale. Il y a un sentiment d'utilité absolument fantastique. Face à l'urgence vitale, il y a l'esprit d'équipe qui est très précieux. Il y a la communication non verbale, en plus de la communication verbale, etc. Il y a une crise des vocations ou pas? Il y a Parce que ce qui entraîne... c'est pas non plus le job le mieux payé, hélas. Non, donc, mais on ne fait pas ça pour, non, je sais bien, mais... pour l'argent. Mais il y a une crise des vocations. La réponse est oui. Pas pour venir dans la spécialité, mais pour la quitter. En fait, les urgentistes ne se plaignent plus et démissionnent. Et pourquoi ils démissionnent? C'est parce que le job de la médecine d'urgence, il est fait et qu'on voit les patients se dégrader quand on ne peut pas les hospitaliser. Et donc, c'est ça qui décourage. Parce que d'être un maillon de la chaîne performant et de voir que la chaîne, il n'y a plus de chaîne. C'est une surmortalité de 40%, un patient qui passe la nuit sur un brancard. Et ça décourage. Et c'est un métier qui nécessite effectivement une grande force psychologique parce que, évidemment, quand vous sauvez des vies, vous êtes tellement heureux, c'est tellement gratifiant de sauver des vies, mais vous voyez tellement de personnes aussi qui meurent dans vos bras que c'est un métier qui est psychologiquement très, très difficile. Et plus en plus attaqué, ce qui fait qu'on ne montre que ce qui ne va pas bien. Et ça décourage aussi. Et avec un public de plus en plus agressif parce que vous n'êtes pas arrivé à temps. Et du coup, ça aggrave le système, ça fait démissionner les meilleurs professionnels. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous répondre et d'avoir accepté notre invitation. Et si on devait faire passer un seul message, apprenez les gestes d'urgence, vraiment, apprenez les gestes d'urgence. La France est très en retard par rapport à tous les pays européens et ça, c'est complètement anormal. Ça prend pas longtemps, au pire une demi-journée, etc. Au moins pour apprendre les gestes de base. La manœuvre d'Emlich dont je vous ai parlé tout à l'heure, un massage cardiaque en attendant les secours. On n'a plus besoin de faire du bouche à bouche aujourd'hui, donc ça freinait aussi beaucoup de gens. Allez vous former aux gestes de premier secours. Merci beaucoup et on vous retrouve très vite pour un nouveau Mieux ou Bien. À bientôt.